Le 4 juillet 2026. À l'aube, 8 localités sont attaquées en même temps. Du nord du Mali jusqu'aux abords de Bamako. Ce ne sont pas des djihadistes isolés. Ce sont deux mouvements qui n'ont presque rien en commun. Des séparatistes touaregs et des djihadistes liés à Al-Qaïda, qui combattent, ce jour-là, côte à côte. Bienvenue dans le Sahel de 2026. Un territoire où la France n'a plus un seul soldat. Et où la Russie occupe le vide qu'elle a laissé. Il y a 10 ans, la France déployait plus de 5000 soldats dans la région. L'opération Barkhane, présente au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Tchad, en Mauritanie. Aujourd'hui, elle en compte moins de 2000, sur tout le continent africain. Comment en est-on arrivé là? Un pays après l'autre. Le Mali d'abord. Coup d'État en 2020, puis en 2021. La junte du colonel Assimi Goïta exige le départ de Barkhane en février 2022. 3 mois plus tard, l'accord de défense avec la France est rompu. Le Burkina Faso ensuite. Coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré en septembre 2022. 4 mois plus tard, l'ambassadeur français est expulsé. Les 400 soldats de l'opération Sabre quittent le pays. Le Niger. Coup d'État contre le président Bazoum en juillet 2023. La junte rompt la coopération militaire un mois plus tard. En décembre, les 1100 soldats français partent à leur tour. Et enfin, le Tchad, le dernier bastion. Fin novembre 2024, N'Djamena rompt à son tour l'accord de défense. Le 30 janvier 2025, la dernière base française du Sahel est officiellement rétrocédée. 4 pays, 4 départs forcés, en moins de 3 ans. Dans chacun de ces pays, un acteur a comblé l'espace laissé par la France. La Russie. D'abord sous la bannière Wagner. Le groupe paramilitaire s'installe au Mali dès fin 2021. Puis après la mort d'Evgeny Prigojine en août 2023, une réorganisation s'opère. En juin 2025, Wagner annonce officiellement son retrait du Mali. Mais rien ne change sur le terrain. Son successeur, l'Africa Corps, directement rattaché au ministère russe de la Défense, prend le relais avec 70 à 80% des mêmes combattants. La différence n'est pas cosmétique. Wagner était une entreprise privée, brutale, semi-autonome. L'Africa Corps est un bras armé officiel de l'État russe, rattaché à une unité du renseignement militaire russe, le GRU. Le financement suit le même schéma. Accès à l'or, à l'uranium, aux ressources minières, en échange de la protection des juntes au pouvoir. C'est dans ce contexte que survient l'offensive du 4 juillet 2026. Depuis le 25 avril, une séquence inédite se déroule dans le nord du Mali. Le Front de libération de l'Azawad, des indépendantistes Touaregs, MA et le JNIM, une coalition djihadiste affiliée à Al-Qaïda, mènent des offensives coordonnées, 2 projets pourtant incompatibles. L'un veut un Azawad indépendant, l'autre veut un califat régional. Mais sur le terrain, en 2026, ils avancent ensemble. Les analystes appellent déjà cette séquence la plus vaste offensive au Mali depuis la rébellion de 2012. La cible, Anéfis, une petite ville stratégique sur l'axe Gao-Kidal, l'un des principaux gains de la junte et de ses alliés russes depuis fin 2023. Le 4 juillet, les assauts commencent. Le 6 juillet, après 2 heures de combat, la ville tombe. Plusieurs soldats maliens sont faits prisonniers. Mais le camp militaire, lui, résiste encore. Des soldats maliens et des mercenaires russes de l'Africa Corps s'y retrouvent assiégés, bombardés jour après jour. Dans la nuit, un convoi de secours quitte Gao, une quarantaine de véhicules. Ils tombent dans une embuscade à Tabricha. 7 véhicules capturés, un hélicoptère russe Mi-24 abattu en plein vol. Un deuxième convoi part alors de Gao. Plus de 60 véhicules cette fois. Objectif, atteindre enfin le camp assiégé. De son côté, l'état-major malien communique un tout autre récit. 35 frappes aériennes. Plus de 200 combattants neutralisés,
Une reprise de l'initiative, selon ses propres mots. Deux versions, un même champ de bataille, et une réalité difficile à vérifier de façon indépendante, tant l'accès à la zone reste limité. Le 9 juillet au soir, après près de 10 heures de combats supplémentaires, le convoi finit par percer. Le camp d'Anéfis tient. Il reste aux mains de l'armée malienne et de l'Africa Corps. Le porte-parole du FLA parle, lui, d'un retrait stratégique, pour épargner des vies civiles. Nous n'avons rien perdu, affirme un de ses cadres. Mais un fait, lui, ne bouge pas. Kidal et Thessalite, tombés depuis fin avril, restent hors du contrôle de Bamako. Ils ont remporté une bataille, résume un autre responsable indépendantiste. Mais la guerre est loin d'être terminée. Le même jour de la chute d'Anéfis, le JNIM revendique des attaques au Burkina Faso voisin. 40 morts. Au Niger, pour le seul mois de juin, près de 100 militaires ont été tués par les groupes djihadistes. Voici le paradoxe que cette séquence révèle. Les juntes sahéliennes ont expulsé la France, en promettant une reconquête de la souveraineté et une victoire plus rapide contre le terrorisme. 3 ans plus tard, avec les mercenaires russes sur le terrain, le contrôle territorial djihadiste n'a pas reculé. Il s'est étendu. L'Africa Corps ne perd pas de terrain par manque d'équipement. La Russie continue d'envoyer chars, blindés et matériel de brouillage. Il perd du terrain parce que sa doctrine reste, avant tout, une doctrine de protection des juntes au pouvoir, pas de reconquête méthodique du territoire. Ni la France, ni la Russie n'ont résolu le problème central du Sahel. Elles n'ont fait, chacune à leur tour, que gérer un incendie qu'aucune des deux n'a réussi à éteindre. Le Sahel n'est pas un vide qui attendait d'être rempli. C'est un espace où chaque puissance extérieure, française hier, russe aujourd'hui, découvre les mêmes limites. La question n'est plus de savoir qui remplacera qui. La question c'est: combien de temps une région peut-elle survivre à une succession de puissances qui la protègent, sans jamais la stabiliser? Théâtre des Nations. Abonnez-vous pour comprendre la carte du monde qui se joue en ce moment. Point down.